En attendant, je vais présenter Pascal et Constance qui viennent nous voir de l'Université d'Ottawa. Donc, on commence de façon pan-canadienne. Merci d'être là avec nous. Donc, le nom de cette première présentation est l'histoire future des lesbiennes, modéliser les identités du passé. Donc, Dr. Pascal Nangois est postdoctorante pour le projet Lesbian and Gay Liberation Canada au labo de données en sciences humaines de l'Université d'Ottawa, dirigé par Dr. Constance Crompton. Pascal Nangois a développé une expertise dans la mise en évidence de discrimination systémique à travers l'analyse critique de discours politiques et médiatiques. Constance Crompton est une colonisatrice blanche, queer et valide et titulaire d'une chaire de recherche du Canada en sciences humaines numériques. Ses recherches portent sur les données liées, la modélisation des données, le code en tant que moyen de représentation, l'histoire queer et la culture populaire victorienne. Elle fait partie de plusieurs équipes de recherche, Lesbian and Gay Liberation in Canada, Linked Infrastructure for Networked Cultural Scholarship, the Implementation New Knowledge Environments Partnership, the Transgender Media Portal et Nouvelles réflexions sur les éditions critiques en contexte numérique. Elle vit et travaille sur des terres algonquines non cédées. Nous vient de partout. Notre projet a des chercheurs sur les terres non cédées des Algonquins, mais aussi des Haudenosaunee, the Wendat, the Dish with One Spoon et aussi Treaty 4. On va te présenter le projet Lesbian and Gay Liberation in Canada. C'était un projet qui a été commencé par notre collègue Donald McLeod, qui était un bibliothécaire à l'Université de Toronto et bénévole à les archives, like archives avec un Q, en Toronto pendant 40 années. Il a commencé le projet dans les années 90 parce qu'il a trouvé que même les chercheurs qui viennent aux archives, ils ne savent pas les histoires de les années 60, des années 70, qui est vraiment récent. Il veut relier des faits, des choses qui étaient eues pendant ce temps. Et il a publié deux volumes là, Lesbian and Gay Liberation in Canada 1 et 2. La co-directrice de ce projet, Michelle Schwartz, qui est bibliothécaire à TMU, et moi étais bénévole aussi à les archives à the time. Et on a dit à Don comme, oh, nous aimons vraiment les livres là, mais est-ce qu'on peut numériser? Ça va être utile d'avoir l'occasion de comme accéder le data dans une forme numérique pour dire, OK, donne à moi tous les événements de Calgary ou tous les événements qui touchent un sujet ou qui adressent une organisation. Dans un livre, c'est pas possible. C'est seulement comme en ordre chronologiquement. Nous étions vraiment chanceuses parce que Don a dit comme oui, fais comme tu veux. So on a un texte qu'il a préparé qui, pour chaque événement, on a la date, on a l'endroit de l'événement, une petite description de l'événement et après les sources qu'ils avaient utilisées pour faire ces recherches. On a numérisé
et faire un encodage en XML, une version de XML qui s'appelle TEI, pour trouver et encoder des personnes, des événements, des organisations, des journaux dans le corpus. Et on a utilisé l'encodage pour notre analyse et pour faire les visualisations, pour faire des cartes, des choses comme ça. Mais aussi, et un de les outcomes qui est vraiment important pour nous, c'est d'avoir un site web public pour distribuer l'information au sujet de la libération gay, qui est vraiment comme une politique qui n'est pas hétéronormative, qui est vraiment pas comme les politiques d'aujourd'hui. Et on a aussi augmenté et amélioré le texte de John. Il a commencé avec les données qu'il a trouvées dans les archives en Toronto et il a allé partout pour améliorer lui-même, mais vraiment, l'Archives en Toronto était fondé par les hommes qui ont fait le journal The Body Politic. C'est vraiment préoccupé comme archive des sujets qui touchent aux vies des hommes blancs urbains, des choses comme ça. Donc, on veut améliorer et élargir notre corpus. Quand nous avons commencé avec le texte de John, on a 6000 registres et maintenant on a 34 000 registres au sujet des journaux, événements, des personnes, des choses comme ça. C'était vraiment pour nous un important projet pour trouver et diffuser le savoir au sujet des années 60, 70 et récemment des 80. 10 aussi. Non, numbers. Merci. Et avec ça, je donne la parole à Pascal. Merci. Donc, par l'intégration de personnes et d'événements à la marge de la société, le projet est devenu un terrain d'essai pour les expériences sur la façon de représenter numériquement des identités, des personnes, des changements sociaux et des relations sociales et politiques. Donc, ce n'est pas juste la numérisation, en fait, du texte, c'est aussi la pratique et l'expérience de numériser qui devient important dans ce projet-là. C'est donc dans la perspective d'agencer un positionnement féministe avec une pratique féministe qui est venue cette motivation d'apprendre à partir de la façon dont les personnes et organisations que nous étudions sont organisées. Donc, on essaie aussi d'apprendre par rapport au sujet d'étude, on essaie d'intégrer leurs pratiques dans nos pratiques. Alors, dans la lignée de pensée de Rentschler et Thrift, déjà en partant, le féminisme est défini par les médias et définissent aussi les médias. C'est la même chose avec tous les autres mouvements sociaux, que ce soit le mouvement lesbien, queer ou autre. Et c'est en étudiant ces mouvements-là, comme celui par exemple des Wages Due Lesbians, qui va revenir fréquemment au cours de notre projet, que le projet RGLC s'est installé comme étant non seulement défini par son environnement queer, mais aussi comme un vecteur de définition de ce qu'est le féminisme, le lesbianisme, être queer, et aussi comme vecteur d'actes féministes, queer, lesbiens, et une entité subversive à sa propre manière. En essayant d'être innovatif, en misant sur la collaboration, la mobilisation des connaissances et en défiant les normes de productivité et d'encodage. Mais le projet n'est pas... OK. Le projet n'est pas tout beau, tout rose. Il repose tout de même dans un système académique qui est assez particulier, un système de valeurs, un contexte particulier contemporain, par exemple. Les limites du projet sont la compréhension actuelle du mouvement LGBT selon notre contexte actuel de la compréhension de qu'est-ce que l'intersectionnalité. Et on comprend l'intersectionnalité au Canada en 2024 d'une certaine façon. C'est plus axé sur des questions de racisme et de discrimination basées sur le genre, plus que des discriminations, par exemple, par rapport géographique, local ou urbain ou rural, qui était quelque chose qui était peut-être plus
mis en valeur dans les organisations des années 60 ou 70 ou 80. On voit par exemple dans le mouvement lesbien des années 70-80 des militantes qui se pensaient inclusives car elles acceptaient les anglophones ou les personnes vivant en milieu rural ou les personnes moins nanties. Donc, leur concept de l'inclusivité était quand même assez différent du concept d'inclusivité actuel. Ça ne veut pas dire pour autant qu'elles étaient non intersectionnelles. Ce n'est pas parce qu'elles n'avaient pas l'intersectionnalité d'aujourd'hui qu'elles ne l'étaient pas avant. Donc, ça, c'est une des limites du projet, c'est cette compréhension d'un terme qui n'est pas le même avant et aujourd'hui. Une autre grande limite du projet, c'est les langages informatiques qui sont biaisés, catégorisants, qui sont hyper fixes, précis. Il faut qu'on vive avec parce qu'on veut numériser les projets, on veut les rendre accessibles, mais il faut qu'on abandonne certaines des identités si on veut le rendre accessible. Donc, c'est quelque chose qui devient très difficile. Puis en fait, ça peut être ultra opprimant parce qu'on n'arrive pas à bien représenter les personnes, mais si on veut pouvoir définir ce qu'est être queer ou lesbienne pour le grand public, bien, il faut être capable de jouer avec ces langages computationnels qui ne sont pas du tout flexibles ou qui ne laissent pas justement cette flexibilité des représentations. Une autre grande limite du projet, c'est le matériel qui est disponible. Donc, nous, on travaille beaucoup avec des archives. C'est sûr que les archives qui sont les plus facilement accessibles sont beaucoup axées sur les hommes blancs gays de Toronto. Notre corpus du lglc.ca aussi couvre beaucoup plus ce domaine-là parce qu'ils avaient plus de ressources, plus de regards médiatiques. Donc, c'est certain qu'après ça, on reproduit ça aussi dans le projet LGLC. Donc, nous, on s'efforce le plus possible de se déplacer pour aller vérifier dans des archives, pour numériser du contenu qui est différent, qui est en français, qui vient des milieux ruraux. C'est parfois de faire des entrevues orales aussi pour aller chercher de l'information qu'on n'a pas pour pouvoir numériser ça. Donc, sachant qu'il y avait des limites au projet, il y a eu des mesures correctives. Par exemple, au début du projet, ça a été décidé par Quentin Saint-Michel qu'ils allaient utiliser le langage XML TEI, qui est beaucoup plus flexible. Par exemple, ici, on voit la définition pour genre et sexe qui est différent que dans schema.org, par exemple. On va essayer de se dépêcher. D'autres mesures correctives, c'est par exemple quand on essaie de retracer l'histoire des mouvements lesbiens, c'est que souvent ça vient avec des dates imprécises. Il y a beaucoup moins de matériel disponible ou il est moins bien organisé, mais on a trouvé une façon d'utiliser not before, not after pour au moins donner une espèce d'échéancier ou une mesure non précise de où se situe l'événement. On essaie aussi de représenter les personnes qui décident d'être anonymes ou qui ont des pseudonymes en utilisant justement pseudonyme ou P underscore pour les personnes qui veulent demeurer anonymes. Et parfois, on utilise l'organisation pour pouvoir créer un événement parce qu'il nous faut absolument des auteurs, des autrices. On ne peut pas faire autrement. Donc, on utilise le nom d'organisation qui est associé aux archives qu'on a trouvées pour pouvoir quand même les représenter d'une façon ou d'une autre pour ne pas les effacer à travers notre travail. Puis, ce n'est pas fini. On a encore beaucoup de travail à faire, évidemment. Donc, on s'en va dans une nouvelle direction. Un nouveau projet qu'on va intégrer, c'est l'histoire future des lesbiennes, modéliser les identités du passé pour un avenir en évolution. Et en fait, ça vient de discussions qu'on avait parce qu'on allait dans les archives Wages Due Lesbians, par exemple, on lisait les correspondances, puis on voyait déjà des échos d'intersectionnalité. Elles comprenaient qu'elles n'étaient pas, elles étaient féministes, mais pas féministes. Elles étaient gays, mais pas gays. Elles étaient, il y avait vraiment une exclusion dans ces groupes-là. Il y avait aussi une identité qui se formait. Puis, le mot intersectionnalité, ce n'était pas un mot qui était utilisé, mais on comprenait qu'elle comprenait ce qu'elle vivait, dans le fond. Et elle commençait à théoriser la chose. Puis c'est en parlant justement avec Tara, qui m'a dit, mais il y a cet article fabuleux, Depuis toujours intersectionnel. Et en le lisant, on a réalisé, oh my God, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc, basé sur cet article qui est devenu la pierre angulaire de notre projet, on veut essayer justement
de comprendre les identités lesbiennes du passé pour mieux comprendre notre présent et mieux redéfinir les langages computationnels. La façon qu'on va le faire, c'est à travers une synthèse des connaissances. Je le dis super vite. Donc, on s'inspire justement de Tremblay-Pas-de-Mort 2015, depuis toujours intersectionnel, pour comprendre tout ça. On va faire une analyse académique sur les articles savants français-anglais sur l'intersectionnalité et les données liées. Puis on va essayer d'intégrer tout ça ensemble pour être capable de bâtir un futur plus inclusif, mais plus aussi précis et nuancé à la fois, pour mieux représenter les communautés. Et comme on est au... Je pense qu'on va passer ça. On va passer ça. Donc, comme on est au début du projet, on veut justement votre avis, vos pensées là-dessus, si vous avez des conseils, des idées, d'autres articles importants qu'on devrait intégrer à tout ça. Et voilà. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Ça passe tellement vite, le 15 minutes, je m'excuse. Je sais que... Palune Rouillé est candidate à la maîtrise en histoire à l'Université du Québec à Montréal. Entre histoire des archives communautaires et du lesbianisme à Montréal, ses recherches portent sur les archives traces lesbiennes de Montréal entre 1983 et 1993. Merci Tara. Bonjour tout le monde. C'est un plaisir d'être là et de voir autant de personnes dans la salle. Donc, avant de commencer, je vais vous expliquer un peu pourquoi j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire des archives traces lesbiennes de Montréal. Donc, l'histoire courte débute à l'été 2018, lors d'une retraite féministe. On se retrouve entre personnes queer, gwyn, dyke, trans, bi, lesbiennes, et on échange sur nos parcours, sur qu'est-ce que c'est d'être queer. On parle de nos multiples identités, et on se rend compte qu'on partage le même manque de connaissances et de méfiance sur l'histoire lesbienne, et que c'est en fait un obstacle pour notre propre affirmation en tant que personne lesbienne, lesbo-queer. On continue de se rencontrer une fois par mois, et une personne du groupe mentionne l'existence d'une, et je cite, gang de lesbiennes qui s'occupe des archives lesbiennes dans un petit local au centre communautaire LGBTQ sur Plessis. Je savais même pas qu'il y avait des archives lesbiennes au Québec, encore moins dans le Centre-Sud. On les contacte. C'est la première fois pour moi et plusieurs autres personnes qu'on discute avec des lesbiennes plus âgées. On a organisé des projections, des moments de rencontre intergénérationnels. Bref, il y avait un intérêt de rencontre de part et d'autre. Au même moment, je prenais des cours à l'université en histoire et quand c'était possible, j'en profitais pour orienter mes travaux sur l'histoire du lesbianisme et des mouvements LGBTQIA2+, en général. Et c'est comme ça que, de fil en aiguille, j'ai commencé à m'impliquer aux archives et que j'ai lu le carnet de voyage de Bernice et Zaïda, dont je vais vous parler dans quelques minutes. Avec le désir d'en savoir plus sur elles et leur histoire, j'ai appris à regarder l'archive différemment, à questionner son rôle, son pouvoir, à en voir autant les limites que le caractère subversif. Contrairement à ce que j'ai longtemps cru, l'archive n'est pas neutre ou même objective. Qui est en mesure de conserver des traces de son histoire et pourquoi? C'est une question qui, au moment où je l'écris, me donne le vertige. Dans les derniers 147 jours, c'est plus de 30 000 personnes qui sont mortes, emportant avec elles leur mémoire et leurs souvenirs. 147 jours de génocide, 147 jours que le territoire est bombardé, que l'armée coloniale israélienne, brandissant le drapeau LGBTQ, tente d'effacer toute trace de l'histoire millénaire de la Palestine, des Palestiniens et des Palestiniennes. Comme le souligne Bellux, et je cite, « Nous naissons et existons dans un lieu de mémoire. Nous dessinons notre vie en nous servant de tout ce dont on se rappelle, du moment le plus anodin au moment le plus grandiose. C'est par la mémoire, à la fois comme art et comme acte, que nous nous connaissons nous-mêmes. Les souvenirs nous offrent un monde où la mort n'existe pas, où nous nous maintenons par des rituels de référence et de remémoration. L'archive sert à construire les mémoires. Elle agit comme une preuve légitime du passé. Mais elle a autant le pouvoir d'effacer que de créer des récits. Pour les populations marginalisées historiquement, l'archive est un lieu d'inexistence, où lorsque des documents ont été conservés, c'est le regard que l'autre pose sur soi qui est possible de retracer. Mais heureusement, les lieux de mémoire sont aussi des lieux de résistance, où l'on refuse que l'État ait le monopole de notre histoire. C'est parce qu'on se rendait compte que notre histoire allait partir au vent
qu'on est en train de disparaître puis que personne gardait nos archives, me dit Bernice, l'été passé, lorsque je lui demande pourquoi elle a décidé de partir des archives lesbiennes à Montréal. L'ouverture officielle de Traces, archives lesbiennes de Montréal, a lieu le 14 avril 1983 au restaurant La Caïna sur la rue Laurier à Montréal. Depuis janvier 1983, Bernice May Butler, Zaïda Raja, Daniel Charret et Anne Michaud se rencontrent régulièrement afin de définir collectivement leur vision de ce que pourrait être un projet d'archives lesbiennes à Montréal. Ma présentation aujourd'hui a pour objectif de brosser un portrait de cette première collective. Si elle a existé pendant 2 ans, c'est surtout pendant leurs premiers mois qu'elle a été la plus active. En ayant comme point de départ le parcours de Bernice, je m'intéresse premièrement aux liens qu'elle va créer avec les membres de cette collective, deuxièmement à l'histoire du restaurant La Caïna et finalement à l'organisation interne de Traces, archives lesbiennes. Ma recherche s'appuie sur des entrevues, des archives internes de la collective, dont des comptes rendus de leurs réunions, du matériel de diffusion, des correspondances, des journaux intimes, le carnet de voyage de Bernice et Zaïda et des journaux. Je soutiens que l'histoire de Traces, archives lesbiennes est à la fois intime et politique, personnelle et collective. Bernice est née en 1951 dans le village de Paquetteville, en Acadie. En 1975, elle habite à Moncton, où elle enseigne le français à l'université. Musicienne et rassembleuse, sa maison, connue comme la maison de la rue Wasteland, devient un lieu de rencontre pour les lesbiennes, autant de Moncton que de Montréal. C'était caché quand même. Pour beaucoup de monde, c'était pas public, là. C'est pour ça qu'on se retrouvait tous chez nous. Parce que là, ils pouvaient vivre leur lesbianisme. Puis cruiser. On avait du fun, on faisait de la musique. Puis les femmes venaient de Montréal. Ils venaient se promener chez nous, où ils s'en allaient à l'île du Prince-Édouard et repassaient. J'avais quand même un pied à terre à Montréal sans l'avoir. J'avais des amis, puis à chaque fois qu'il se passait quelque chose d'important, ben j'y allais. Jusqu'à temps que je reste comme 4-5 ans. C'est d'ailleurs au Nouveau-Brunswick, lors de la fête acadienne du 15 août, que Bernice et Zaïda se rencontrent pour la première fois. Quand Bernice déménage à Montréal en 1980, c'est pour aller, et je la cite, « étudier le mouvement des femmes au Québec, voir ce qui se passe au niveau des lesbiennes. » Mais pas à l'université, là, par moi-même. Et c'est dans le quartier du plateau Mont-Royal qu'elle s'installe. Le plateau est à l'époque un territoire investi par les lesbiennes et féministes, notamment francophones. Les loyers sont accessibles et depuis le début des années 70, plusieurs groupes de femmes et lesbiennes louent des locaux et s'installent dans les appartements avoisinants. C'est au centre des femmes du plateau Mont-Royal que Bernice et Anne Michaud se rencontrent pour la première fois. Anne est alors impliquée dans les mouvements féministes, notamment contre les violences faites aux femmes. Elle s'implique aussi dans le mouvement lesbien et participe à la première journée de visibilité lesbienne, la première journée d'interaction lesbienne à Montréal, aujourd'hui connue comme JVL, Journée de visibilité lesbienne. Bernice et Zaïda, qui s'étaient déjà rencontrés au Nouveau-Brunswick, se croisent à Montréal au bar Babyface et partagent le même balcon sur la rue Laurier. De fil en aiguille, elles apprennent à se connaître. Zaïda invite Bernice au 821 rue Marianne, un appartement où les musiciennes se retrouvent. Et c'est là que Bernice rencontre Daniel Charret. Si Daniel, Anne et Zaïda sont amis, le lien entre Zaïda et Bernice va se transformer rapidement en relation amoureuse. On s'est impliqué beaucoup politiquement, Zaïda puis moi, pour Dalila. Je lui ai prêté mon appartement, puis c'est là qu'on a commencé à avoir une relation. J'habitais un appartement, puis elle habitait l'autre à côté. On pouvait se parler comme ça, là, sur le balcon. Anyways, on s'est charmés. C'est ce qu'elle me dit quand je lui demande comment elle a rencontré Zaïda. Ils sont déménagés ensemble pas longtemps après, avec la fille de Zaïda et une colocataire. Daniel, qui est une bonne amie à Zaïda, passe souvent à la maison et elle décide même de former un band avec Zaïda et Daniel qu'elles appellent Zaberda. Elles joueront notamment pendant les breaks au restaurant La Caïna. Nommé en l'honneur de la reine Caïna, grande figure de la résistance berbère au 7e siècle, ce café-restaurant de cuisine algérienne est mis sur pied à l'hiver 1983 sur le plateau Mont-Royal. Avant de s'installer dans un local commercial en août de la même année et d'ouvrir ses portes au public, les clientes de la Caïna se retrouvent dans l'intimité de l'appartement de Bernice et Zaïda. Une affiche écrite à la main à l'hiver 1983 mentionne, je cite, « La Caïna, c'est une maison, un logis ouvert aux lesbiennes 4 soirs par semaine afin d'accroître notre visibilité les unes face aux autres.
La musique sera à chaque fois parmi nous toutes. Présente, elle se faufile au creux de l'oreille entre deux bouchées. En plus du volet restaurant, la Kaina invitait aussi les lesbiennes à ses soirées du mercredi, qui étaient consacrées à des moments de discussion, d'échange et de lecture de textes. La Kaina suit nos traces, peut-on lire sur cette même affiche. On a commencé un restaurant lesbien dans notre appartement, parce qu'on avait un grand logement, comme 3 grandes salles. Il y avait la salle où on pouvait s'asseoir puis manger de ce côté-ci. On avait le piano. Puis on avait un petit groupe avec Daniel Charret, moi puis Zaida. On jouait de la musique au break. Mais là, c'est devenu qu'il y a beaucoup de monde qui venait au restaurant qu'on connaissait pas, parce que tout était en dessous de la table, c'était illégal. Finalement, on a décidé de bouger le restaurant juste en arrière. Il y avait un local qu'on a loué, puis on a bâti le restaurant là-dedans. En août 1983, c'est au 5091 de Lanaudière que Bernice et Zaida déménagent leur restaurant. Selon Bernice, il y avait à peu près 35 personnes qui pouvaient s'asseoir, mais on en a eu jusqu'à 75. C'était vraiment un lieu de rencontre et d'échange entre lesbiennes, me dit-elle. Même si le restaurant est ouvert au public, le lieu était investi par des lesbiennes du quartier. Et les dimanches étaient réservés, comme on le voit sur l'affiche, pour les lesbiennes. Marie-Michel y faisait même des lectures de tarot. La Kaina, c'était aussi un lieu de rencontre pour les musiciennes et les chanteuses. Il y avait régulièrement les soirées couscous chaud, où des chanteuses venaient performer, dont Pauline Julien. La Kaina a aussi organisé des voyages gastronomiques. Comme on le voit dans cette parution, dans cette annonce qui est parue dans Maison d'hier lesbienne aujourd'hui en décembre 1983. Pendant 3 jours, elle sert de la bouffe d'un pays différent. Ainsi, au mois de novembre, il y a eu 3 jours de bouffe acadienne et les 2, 3, 4 décembre, c'était au tour d'Haïti d'habiter les tables du restaurant. Pour venir à ces soupers spéciaux, il faut réserver à l'avance. De plus, à ces occasions, il y a sur place des livres, documents et des personnes du pays concerné qui répondront à vos questions. Zaida et Bernice, étant elles-mêmes respectivement algériennes et acadiennes, on va faire des repas, une ambiance et des moments de rencontre teintés par leurs origines culturelles et leur désir de partage aux lesbiennes de Montréal. Au cœur du plateau Mont-Royal, ce petit café-restaurant algérien a pendant 2 ans été tenu et fréquenté par des lesbiennes. Le désir de rencontre et de partage qui anime Bernice et Zaida est au cœur de leur vision, est au cœur de la vision qu'elles ont des archives. Les archives Trace et la Kaina sont dès leur début intimement liées. Le 22 janvier 1983, à la suite de la 2e rencontre de la collective des archives, Daniel écrit dans son journal, et je cite, « Zaida et Bernice partent bien et belle leur restaurant, la Kaina. Chez elle, pour commencer, c'est mieux. Et les archives vont être dans la pièce d'à côté. » L'histoire de la Kaina et des archives débute donc en même temps. Et pour Bernice et Zaida, qui hébergent chez 2 prochains dans leur appartement, sont complémentaires. La bouffe permet aux lesbiennes d'accéder plus facilement aux archives, écrit Zaida dans le journal de bord. Pardon. Même si Anne et Daniel ne sont pas en désaccord avec Zaida, pour elles, ça reste quand même 2 projets distincts. Inspirés par d'autres groupes d'archives lesbiennes, comme le Lesbian History Archive de New York et le Lesbianaire de Bruxelles, Daniel, Anne, Bernice et Zaida se rencontrent le 18 janvier 1983 pour mettre sur pied des archives lesbiennes à Montréal. Tout comme les fondatrices de ces autres centres d'archives, elles militent toutes à des degrés et avec des intérêts différents au sein du mouvement lesbien de l'époque. Ils veulent garder des traces de cette effervescence. Et tout comme ces autres centres d'archives, c'est d'abord dans leur maison que ce projet, entièrement autofinancé, voit le jour. Parce que partout ce que tu vas dans la vie, tu laisses une trace de toi-même. Puis la trace, c'était d'essayer de trouver où on était toutes. Essayer de tracer notre chemin à travers de tout ça, puis de se retrouver. C'est comme ça qu'on a décidé que c'était Trace. Archives lesbiennes aurait bien pu faire l'affaire. Mais on s'était donné ce nom-là à l'époque. C'est comme ça que Bernice m'explique l'origine du nom des archives. Elle me dit aussi que le logo qu'elle a dessiné, elle voulait que ce soit comme un livre, avec la hachette des Amazones. C'est avec le nom de Trace et ce logo qu'elles se font connaître autant localement qu'internationalement. En 2 ans, c'est avec plus de 14 centres d'archives féministes et lesbiens basés dans 13 villes et 8 pays différents avec qui elles ont été en contact. À Montréal, elles publicisent leur projet dans la revue Amazon d'hier lesbienne d'aujourd'hui, Ça s'attrape, et à partir d'octobre 1984, dans la revue 13. Elles prennent aussi contact avec des groupes anglophones, autant à Montréal que dans le reste du Canada, comme par exemple avec le groupe torontois Lesbian Against the Right. Entre les documents que les membres elles-mêmes ont légués aux archives,
celles qu'elles ont été chercher au domicile de certaines lesbiennes, les dons et correspondances reçus par la Poste, ainsi qu'un fonds donné par Remue Ménage et l'Association pour les droits des gays et lesbiennes du Québec. C'est plus de 150 documents que Trace a classés avant l'ouverture officielle le 14 avril 1983 à la CAINA. En 3 mois, c'est un travail colossal qui a été accompli par les membres de la collective et le projet est accueilli avec enthousiasme par la communauté. Par contre, après l'ouverture officielle, le désir d'unir la CAINA et Trace en un seul et même projet cause des tensions au sein de la collective. Malgré le départ de Daniel, le travail pour Trace se poursuit, mais peu de notes sont inscrites dans le journal de bord, avant la rencontre du 16 février 1984. C'est plutôt dans le carnet de voyage de Bernice et Zaida qu'une partie de l'histoire a continué à s'écrire. Le 6 mai 1983, Bernice et Zaida partent une dizaine de jours dans l'Est des États-Unis à la recherche de temporels et d'archives à récolter. Après avoir assisté à une lecture de poésie d'Adrienne Rich à Deepfield, près de New Hampton, l'une d'elles écrit dans le carnet de voyage, je cite, « Le premier contact est fait, important pour des archivistes novices. Le cœur débat encore. On ramasse quelques papiers. Je prends l'annonce de cet événement collé au mur de l'église. On sort, éclat de rire. On s'embrasse. Notre premier geste. » Entre les anecdotes, les mots d'amour et les groupes à contacter, ce carnet de voyage nous plonge dans l'univers intime qui lie Bernice, Zaida et Trace. Entre juin 1983 et février 1984, aucune note de réunion n'est inscrite dans le cahier de bord. Mais malgré ces 9 mois d'interruption dans le journal de bord, la case postale de Trace continue de recevoir des correspondances des groupes, mais aussi des lettres d'individus. En effet, plusieurs lesbiennes s'adressent à la collective pour des motifs variés. En mai 1983, par exemple, Pierrette de Hull écrit une lettre à Trace afin d'avoir des adresses de lieux lesbiens à Paris où elle ira prochainement. Le 2 juin, Hélène Gosselin de Longueuil informe la collective de l'existence de son mémoire de maîtrise en psychologie qui porte sur l'impact de la peur et du rejet dans les relations interpersonnelles de, et je cite, la femme lesbienne. Ouais. Et laisse sa carte d'affaires. Une autrice de la Rive-Sud de Montréal invite la collective au lancement de son livre le 12 septembre. Au lancement de son livre, pardon. Et le 12 septembre, c'est depuis l'Équateur que Christine Lemoine s'adresse aux archives. Que ce soit pour de l'information sur Trace, sur les lieux lesbiens, pour partager des ressources ou encore pour mettre des lesbiennes en contact, Trace continue à susciter l'intérêt des lesbiennes et les gens se réjouissent de l'existence d'un tel projet. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre juin 1983 et février 1984? C'est dur à dire. On sait que Bernice et Zaida ont ouvert leur restaurant au public et qu'elles partent quelques mois en voyage à la fin de l'année 1983. Et on sait aussi qu'Anne gravite encore près des archives, mais qu'elle s'implique moins régulièrement. Ce qu'on sait par contre, c'est que la relation entre Zaida et Bernice se termine en février 1984. Et Bernice va quitter la collective et retourner dans son Acadie natale. Si le départ de Bernice ne marque pas la fin de Trace, archives lesbiennes, la rupture entre elle et Zaida met fin au projet tel qu'elle l'avait imaginé, c'est-à-dire lié à la CAINA. Anne et Zaida vont continuer de prendre soin des archives et en mars 1985, elles font une annonce dans la revue Amazon d'hier, lesbienne d'aujourd'hui, afin d'annoncer la fermeture du restaurant et de trouver de nouvelles personnes pour reprendre les archives. Un nouveau collectif se forme en novembre 1985. Malgré les liens affectifs particuliers qui sont intimement liés au projet, la portée de celui-ci dépasse le couple et l'appartement de Bernice et Zaida, ainsi que l'amitié qu'elle partage avec Anne et Daniel. En conclusion, l'histoire de Trace est à la fois celle d'un groupe d'amis et d'un couple, mais aussi celle d'une communauté et d'un mouvement qui, de Montréal à Bruxelles, s'organise pour garder des traces de son histoire. Bernice May Butler, Zaida Raja, Anne Michaud et Daniel Charret ont, pendant leurs mois et années d'implication dans ce projet, mis sur pied un centre d'archives lesbiennes à Montréal dont l'histoire est loin d'être terminée. Le travail abattu entre janvier 1983 et mars 1985 par les membres de la collective de Trace est colossal et servira de base pour le prochain collectif. Donc, je vous présente Stéphanie Duguay, qui est professeure associée au département des communications de l'Université Concordia à Tiohtià:ke, Montréal. Elle dirige le Digital Intimacy, Gender and Sexuality Lab. Sa présentation s'appelle Hybrid Constellations of Lesbian Digital Sociality and Geographies in Montreal. Donc, vous avez un glimpse du
du Franglish de Montréal et de la conférence. Donc, on était censé avoir de la traduction simultanée, en fait, français-anglais. Malheureusement, ça va aller à notre conférence pan-canadienne en 2025, mais on est super content de pouvoir avoir un esprit montréalais avec une autre présentation en anglais. Merci. Bonjour tout le monde. Oui, j'ai fait cette recherche avec une équipe bilingue, mais aujourd'hui, c'est juste moi, malheureusement. Merci en avance pour votre patience. Okay, so we set out with this research question, this broad research question of how are digital media technologies shaping queer, lesbian, bisexual, pansexual, queer women's social connections, organizing, and communities in Montreal. And with the sub-question specifically that I'm going to talk about today is how are LGBTQ+ women's organizations, businesses, and community initiatives responding to shifts in digital media technologies and their impact on physical spaces. So we received funding, SSHRC funding for this project in 2019. We were really excited to go and interview LGBTQ+ women's organizations and to also maybe do some participant observation in spaces with events, looking at how are people using technologies at these events and before them and after them. And then I think you know what comes next, right? So some things got put on hold. And the lockdowns happened, and of course organizations went into caring mode for their members during the crisis, and there was not a lot of opportunity to speak with people. So our research team, we actually in 2020 turned our attention to the queer gatherings that were happening online, in particular run by some folks out of Toronto. There was a dance series called Club Quarantine or Club Q that took place over Zoom. So we did a bit of a side trek into analyzing how Zoom was being repurposed for these dance parties and how they were providing a space of queer connection and solace and support during the pandemic. But then we were finally able to come back and do this project. So I'll give you a little background here. I'm in communication studies. So we drew on literature about LGBTQ+ people's use of digital technologies for forming relationships, finding each other, forming connections. There's quite a lot of literature now about older digital technologies all the way up to today's social media and platforms. And then using some literature about how mobile technology gives rise to hybrid spaces. So the way that when you walk around and you communicate with your mobile phone, you're also overlaying your physical space with a digital environment. And working as well with digital geographers who have been theorizing about this sort of interplay between the physical and the digital. Of course, we are also drawing on queer geographies and research about them as well. So working with literature about how gay villages have changed over time. And in a lot of urban spaces, they have seen both decline as well as gentrification. Drawing especially on Julie Podmore's research in Montreal that found dispersed and networked lesbian landscapes. And then working with Jack Giesecke's theory of constellations. So Giesecke was researching the dispersion of lesbian, genderqueer, and trans people in New York and found that rather than concentrate in particular spaces or neighborhoods, they formed these constellations throughout the urban space. And Giesecke was building on the theory of constellations of co-resistance from Leanne Simpson, who first theorized about this in relation to settler colonialism. And so the idea that in response to colonialism, you can instead form constellations of co-resistance to change the landscape. And so Giesecke, putting this concept into a sort of queer environment, theorized constellations as worlds that are both unseen by and work to unravel heteropatriarchal society. Okay, so that's the sort of theoretical background that we're working with this project. And our methods, which we were eventually able to carry out in 2021 and 2022, involved semi-structured interviews. These still took place mainly over Zoom because we were kind of, you know, you remember the New Year's, we all still had to stay inside, right? And things dragged on with the lockdowns. But we were able to connect with people over Zoom.
And we ended up interviewing 9 participants representing 6 different event series or organizations in Montreal. Now, we absolutely want to recognize that this does not reflect all of the lesbian, queer, etc. gatherings that have been happening in Montreal. And in fact, even since we did these interviews, there are more event series that have come up. But it was very rich to be able to speak with these folks that represented these organizations. We had interviews that lasted over an hour together, and we gained some insights on how they're navigating the digital landscape to gather lesbian and queer people in Montreal. And so these are the organizations that took part, and they gave consent for us to share that they were part of this project, including RLQ. Thank you, Tara. And yeah, so now I want to share with you some of our findings and just kind of give you a sense of the broad themes that were coming out of the data that we gathered from these interviews. Okay, so the first thing that we found is that constellations remain focal. Even when we spoke to these organizations in 2021, 2022, the village was still not a place where these organizations felt comfortable concentrating their events. Okay, and so we spoke with one of the groups that said, actually, we tried to hold events in the village and they were cold to us. We got the sense that we didn't really fit with their clientele. And that perhaps they felt like we were threatening their main clientele of gay men. Another participant said of the village that men are used to taking the space because we raise them like that. We tell them, this place, it belongs to you, take it. Well, we don't tell women that. So again, seeing sort of gendered power relations playing out in relation to the village. And then another organizer said, I feel like a lot of times queer events are relegated to smaller spaces and more underground spaces. We're very much like, we want to reach out to bigger bars, more mainstream bars, and make ourselves more mainstream in that way. So some organizers were trying to hold events in venues that were more popular, would get them more recognized, but it was still a struggle to try and take over these spaces and to have the financial ability to do so. And so the result was that folks were still constellated across the city. So events were happening, sometimes sporadically, at many different places. And so we, in speaking to them and starting to talk to them about the role of digital technology, we started to theorize that what was happening was the formation of hybrid constellations, because technology was starting to play a key role in conveying information about where these events are happening and when they're happening, right? Because you can't just go to one place. You have to know how to find other people. And so we theorized this as hybrid constellations. So dispersed and networked connections among Montreal's lesbian communities, sustained through digital platforms and communication technologies, allowing for fluid movement across physical space. And we found in the interviews some particular qualities of these hybrid constellations, and I'll go over them in turn. So these hybrid constellations are networked across communication technologies. They're requiring definition, but they're also in a way beyond definition, and they involve labor and investment. So let's get into each of those. Okay, so the folks that we spoke to in interviews told us that they used a range of technologies. Some people even spoke about the good old days when they would call. You used to be able to call apparently 10 people at a time and leave a voicemail message all at once. Talk about efficiency. But talking about the present time, a lot of organizers talked about using multiple forms of communication technology. So one of the organizers said, I have the impression that we can work very well with the newsletter and the website, but Facebook, it adds. It allows us to reach other people. So a lot of the sort of more formal established organizations, or the ones that we spoke with in our interviews, said that, okay, we need to have, perhaps an email newsletter. Some people still prefer a phone call. So if we want them to show up, we have to call them. But also social media gives us this broader reach. So maintaining multiple communication channels.
and then doing extra work to network. So one of the organizers of a party series said that to even get it started up, she had to reach out to people and start to form even Facebook groups, private Facebook groups online, right? So I was doing this research again online, asking individuals if they knew other people, where they would share their profiles, share to me profiles, and you'd have to message them, right? So you know on Instagram where you can send people other people's profiles, and then you sort of start to reach out. And the message was like, hi, let me present myself. You don't know who I am, but I have this idea. I have this project, and I have this date. What do you think? So that's really starting to reach out and say, hey, I have this idea for this event series, and even just cold calling people, but through social media and getting these networks started. And then, organizers said that the Montreal community is broad and deep, but everyone simultaneously knows each other. And that's why the word of mouth thing has worked so well. So at the end of the day, just even speaking to other people about events and gatherings was still important and effective. So as other folks on this panel have mentioned, and as I'm sure we'll discuss over the next 2 days, there were various challenges to defining events for lesbians and queer women and people of various other identities. And so this kind of gave rise to identity definitions for these event series that were more like constellations. So organizers took many different approaches. One that we spoke to said about their event series, we chose the word lesbian, and to them, they said it encapsulates gender nonconforming people who will love other gender nonconforming people, like the trans community, etc. At least we hope it encapsulates that. And so for them, they were claiming the term lesbian as an umbrella term. And we actually see that happening more expansively these days, right? When I started researching, a decade ago, queer women was the term to use because a lot of people were not using lesbian. And now I see that the term lesbian has been reclaimed by a lot of folks. Another organizer who was specifically organizing for queer, trans, Black, and indigenous people and people of color described their events as being for those folks who also relate to the lesbian/sapphic experience. And this organizer specified that these folks could have that claim possibly to a culture. So here we're seeing people talk about a sort of lesbian or sapphic culture. And then the organizers mentioned just how difficult kind of navigating all these identities were, not even just sexual identity, but language identities, etc. And so one participant said, if I publish in French, I just removed all the Anglophone population that is maybe interested in participating just there, or the population of racialized women, refugees that only speak English as well. If I use LGBTQ+, well, there are a lot of older lesbians that will say, well, I won't go to this event because they don't accept lesbians. So trying to balance the messages that you're giving out about your event. Of course, platforms posed many complexities for these more fluid, all-encompassing definitions. One of the organizers said, it remains problematic to share on platforms, as well as in our graphic design and the way that we write our events, to always be inclusive. And people do not miss reminding us when we make mistakes. So the way that, for example, on a Facebook page, there's a template to fill out. You have to use particular words. You have to give your event a title. This was problematic because you had to fit your event into what the social media platform was giving you. And so I won't read this whole quote, I'm running out of a bit of time, but there were deliberations around how public or how private to be with your social media presence and how to protect sort of your organization as well, because a lot of social media platforms are very public. So of their Facebook page, one of the organizations even said, we have a lot of men. We receive messages saying, can you present me to a woman? I'm looking for a wife or a girlfriend. Right? So trying to preserve this lesbian space online and yet having it always sort of in danger of being encroached on by other people. Algorithms posed a lot of labor for the organizations that I spoke with. So one of the organizers said, these people are hard to reach if they are not active in their media, and the algorithm doesn't think that they can be part of an LGBT organization. So hard to reach people because maybe it's not showing up in their feed,
One of the participants spoke about actually having to create a lesbian echo chamber of media for herself in her social media feeds so that she didn't miss things. So another participant said, you have to pull at the algorithm. You want to post often enough that people interact with your content for Instagram to be, oh, people seem to care about these types of posts, so we'll try to put it more often in people's feeds. Even though if you are having an event that is more of a, say, sensual dance party or a lesbian strip night, this organizer also talked about having to be careful about how you promote that. Because if Instagram starts to pull your posts down and remove them, and you get sort of flagged for having inappropriate content, then you could be put in a sort of, you could be shadow banned or prevented from posting further. And so then your event doesn't reach anybody. And then that's sort of personal labor, right? So the way that who you are on social media can also reflect on your event. So one of the organizers said, I don't think either of us were also expecting to be like micro influencers with people kind of knowing us and making assumptions about us. So folks would look at the Instagram profiles of party organizers and then think certain things about their events as well. Okay, so just the tip of the iceberg. But in conclusion, we found that there remains this need for constellated lesbian networks across the city. And as a result, hybrid constellations arise from the use of new and enduring communication technologies across people and subgroups. And platforms impose definitional constraints while requiring investment, especially investment in algorithmic curation and navigating algorithmic moderation. But we did find across Montreal these fluidly defined networks of co-resistance that hold possibility for lesbian connection. Thank you. Ambre Marionneau est au doctorat sur mesure en culture, diversité et technologie numérique à l'Institut national de la recherche scientifique, l'INRS, à Montréal. Elle s'intéresse notamment aux implications sociales des plateformes numériques pour les femmes queer. Donc, sa présentation s'appelle « La métaphore du gaydar au sein de 3 controverses techno-scientifiques ». Bonjour, je suis ravie d'être ici. Aujourd'hui, donc, je vais vous parler de la prédiction de l'orientation sexuelle et ses reconfigurations à l'ère de l'intelligence artificielle. Donc, le titre qui a été cité, je l'ai légèrement modifié, mais vous inquiétez pas, je vais quand même parler du gaydar. C'est tout pareil. Donc, cette recherche, elle s'inscrit dans le cadre d'une recherche encore plus large qui a été financée par le CRSH et qui est dirigée par David Miles, qui est mon superviseur. Donc, nous avons identifié en fait 3 controverses majeures qui traitent plus spécifiquement de la prédiction algorithmique de l'orientation sexuelle. L'objectif, en fait, était de comprendre comment les imaginaires autour de la prédiction de l'orientation sexuelle ont été reconfigurés à l'ère du numérique. Mais avant de plonger un peu plus en profondeur dans l'analyse, j'aimerais revenir un peu sur quelques éléments de contexte quant à la prédiction de l'orientation sexuelle, parce que en fait, celle-ci fait appel à un grand nombre d'imaginaires socio-techniques qui ont été associés à plusieurs innovations au cours du XXe siècle, des innovations plus ou moins pertinentes, on va dire. Donc, dès les années 1950, des chercheurs et chercheuses ont tenté d'identifier les personnes homosexuelles sur la base de certains critères psychologiques, physiologiques ou même génétiques. L'un des exemples que vous connaissez peut-être le plus, c'est la Fruit Machine, qui a été développée au Canada dans les années 50-60. Bon, pour les personnes qui ne connaissent pas, ce n'est pas une machine à proprement parler, mais c'est plus une série de tests qui est conçue pour mesurer la réponse physiologique des individus quand on leur présente des images à caractère sexuel homosexuel. Je vous conseille le documentaire pour les personnes qui ne connaissent pas, il est vraiment très intéressant. Puis, dans les années 90, ensuite, il y a eu l'émergence des recherches sur le gène gay qui sont fortement critiquées pour avoir associé et réduit l'homosexualité à des caractéristiques qui sont purement biologiques. Et ensuite, à partir des années 2000, il y a eu le domaine scientifique qui s'est emparé du terme gaydar, qui était initialement employé qu'au sein des communautés. Et dans la littérature scientifique, on a vu une distinction se faire entre le gaydar actif, donc, qui correspond à des codes qui sont développés en interne dans les communautés, et le gaydar passif, qui fait du coup généralement référence à la capacité des personnes extérieures aux communautés pour identifier les personnes homosexuelles. Et comme vous vous en doutez, ça peut mener à des tactiques qui sont un peu plus répressives. Puis,
à l'ère du numérique, les imaginaires qui entourent cette prédiction de l'orientation sexuelle, elles ont été remodelées. Non seulement parce que les communautés LGBTQ+, qui ont d'ailleurs été parmi les premières à investir les sphères en ligne, elles laissent désormais des traces numériques. On parlait de traces tout à l'heure. Et puis, cette fois-ci, leurs usages, ces traces qui résultent de leurs usages peuvent être exploitées par toute une série d'acteurs, aussi bien des acteurs étatiques, technologiques, scientifiques, culturels. Donc, notre étude puise dans le courant de la sociologie des attentes. On se base sur la notion d'imaginaire algorithmique. Ce n'est pas une notion que je vais définir ici, mais c'est une notion qui participe pleinement aux controverses, à la construction de controverses publiques. Et c'est pour cela que ça constitue un angle vraiment pertinent pour parler de nos 3 cas d'études que je vais vous présenter. Donc, en s'inspirant de l'analyse de controverses en sciences et technologies, on a constitué des dossiers de presse pour chacune des controverses, donc des dossiers d'articles journalistiques. Et à la lecture de ces dossiers de presse, on s'est posé majoritairement 3 questions. Donc, qui sont les principaux acteurs inclus dans chacune des controverses? Par quelle stratégie ces acteurs érigent-ils les événements d'actualité en controverses publiques? Et quels imaginaires émergent dans chacune des controverses et quels sont leurs effets? Donc, ces questions nous mènent directement à la première controverse qui traite de la prédiction de l'orientation sexuelle par le biais des likes, des mentions j'aime sur la plateforme Facebook. Donc en 2013, Kosinski et son équipe de recherche ont publié les résultats d'une étude sur la prédiction des comportements humains, incluant l'orientation sexuelle entre autres caractéristiques, et qui serait déterminée donc par ces likes sur Facebook. Et l'équipe de recherche a affirmé que sur la base de ces likes, son modèle pouvait déterminer l'homosexualité masculine avec une précision de 88% et l'homosexualité féminine avec une précision de 75%. Et en fait, dans cette controverse, dans notre dossier de presse, plus qu'une réelle détection de l'homosexualité, l'étude elle a été comparée à des tests de personnalité, en partant du postulat que nos préférences nous définissent. Et c'est précisément pour ce point que cet article a suscité un fort intérêt, non seulement du monde académique, mais aussi des entreprises privées, puisque ça aurait servi d'inspiration à Cambridge Analytica. Donc en fait, Kosinski avait été approché de la compagnie, par la compagnie peu après l'étude, et bien qu'il n'ait jamais travaillé avec eux, il a été accusé à de multiples reprises, notamment dans notre dossier de presse, d'avoir impulsé l'intérêt pour les données et le potentiel de manipulation qui y est associé. Dans cette étude, l'orientation sexuelle, elle est mesurée selon des comportements, des habitudes, des préférences en ligne. Et ça peut se traduire comme par le fait d'aimer des produits cosmétiques ou des produits culturels. Donc, pour quelques exemples, le fait d'aimer la page de Desperate Housewives, Glee ou The L Word. Puis donc, à travers cette controverse, les acteurs ont aussi mis en lumière d'autres considérations connexes. Premièrement, il y a eu une prépondérance d'articles qui fait mention des enjeux de profit qui sont dissimulés derrière les données, notamment avec la publicité ciblée. Ensuite, bien que l'étude elle soit parfois présentée comme alarmante, la plupart du temps, les articles essayent de remettre en question ou tourner en dérision les liens parfois incongrus qui résultent de leurs résultats. Donc, l'exemple le plus souvent cité, c'est le fait d'associer le haut taux de QI au fait d'aimer les frites en spirale. Donc, ça tend à nuancer un peu l'exactitude de l'étude. Pour ce qui nous intéresse un peu plus, pour les femmes lesbiennes, le fait d'aimer la page The L Word, ça nous paraît plus ou moins cohérent. Mais par contre, il y avait d'autres liens qui étaient peut-être moins évidents, comme le fait d'aimer la page Sometimes I just lay in the bed and think about life, qui apparemment était un signe distinctif des femmes hétérosexuelles. Et enfin, les acteurs de cette controverse en avaient aussi profité pour rendre compte des débats quant à la protection de la vie privée et la propriété des données numériques. Donc, ensuite, passons donc à la deuxième controverse qui s'inscrit directement dans le prolongement de la première puisqu'elle inclut également le chercheur Kosinski. Cette fois-ci, en 2017, avec son collègue Wang, ils ont publié une étude qui atteste que l'apprentissage profond et les logiciels de reconnaissance faciale pouvaient être utilisés pour détecter l'homosexualité. Et donc, pour le démontrer, ils ont collecté des photos de profil sur une plateforme de rencontres populaires. Et ils ont affirmé que leurs algorithmes pouvaient identifier avec précision l'homosexualité masculine dans 81% des cas.
et l'homosexualité féminine dans 71% des cas. L'image que vous voyez là à l'écran, en fait, elle a été largement diffusée dans les médias et elle montre des visages composites qui sont censés représenter les principales caractéristiques faciales hétérosexuelles et homosexuelles qui résultent de leur étude. Donc, je vous laisse regarder un petit peu. Il faut dire que, oui, parallèlement, à côté, il y a des titres d'articles qui sont issus de notre dossier de presse. Et il faut savoir que donc, la métaphore du guédard, elle a été vraiment centrale pour ériger cette étude à titre de controverse. Et donc, en fait, en présentant cette technologie comme une AI guédard, ça permettait aux acteurs de rendre compte des inquiétudes face à l'intelligence artificielle, aux technologies dans notre vie quotidienne. Et donc, dans plusieurs articles de presse, l'étude elle a été comparée à une bombe ou à une arme. Et ça réfère à la fois à son potentiel destructeur, mais aussi à la couverture médiatique que ça a générée. Donc, dans leurs études, Wong et Kosinski ont soutenu que c'était donc vraiment les traits du visage qui pouvaient être utilisés comme des métriques pour déterminer l'homosexualité. Mais finalement, à la lecture de leur article et aussi des commentaires dans notre dossier de presse, on se rend compte qu'il y a d'autres critères qui sont pris en considération comme la pilosité, le maquillage, le port de lunettes, etc. Et donc ça vient vraiment mitiger le caractère purement biologique de l'orientation sexuelle qui est pourtant avancé par les auteurs dans leur étude. Et donc, en fait, dans notre dossier de presse, on se rend compte que c'est plutôt des critiques qui pointent du doigt les stéréotypes réducteurs de l'étude qui vont être avancés et qui renvoient donc à une conception plus passive du guédard et de la détection dont je vous parlais un peu plus tôt. Mais cette étude, elle a aussi été l'occasion pour différents acteurs d'aborder donc des questions plus larges. Ça a relancé les débats autour de l'origine et la signification de l'homosexualité. Donc, par exemple, on peut avoir apparaître dans notre dossier de presse des questions telles que est-ce que le fait d'être gay est un état ou une action, ou s'agit-il d'une attirance en nous ou un comportement pour lequel on opte? Et enfin, cette controverse a également été l'occasion de discuter des questions relatives à l'éthique de l'IA et de la recherche. Donc, par exemple, il y a un certain paradoxe qui a été souligné dans l'étude quant à la volonté chez Kosinski de mettre en lumière des risques que pose l'intelligence artificielle pour la vie privée de groupes marginalisés, tout en élaborant un dispositif qui porte potentiellement atteinte à la vie privée de ce même groupe. Donc, passons désormais à la troisième controverse. Comme vous en avez peut-être déjà entendu parler, ces dernières années, il y a une controverse qui a émergé autour de la croyance selon laquelle les algorithmes de TikTok pourraient prédire l'orientation sexuelle de ses utilisateurs et utilisatrices, parfois même avant que les personnes ne découvrent elles-mêmes leur sexualité. Et donc, il y a des articles, comme vous pouvez le voir, comme TikTok Made Me Gay, qui ont fleuri sur la toile. Et donc, il faut savoir aussi que le contexte de la pandémie de la Covid-19 est vraiment cité comme un contexte propice pour cette controverse. Et ce qui est particulièrement intéressant dans cette controverse, c'est que contrairement aux deux autres, ici, la prédiction elle est conceptualisée à la fois comme active et passive. Parce que d'un côté, les utilisateurs et les utilisatrices n'ont pas nécessairement conscience d'être identifiés comme queer, mais d'un autre, il y a aussi des créateurs et des créatrices de contenu sur TikTok qui utilisent des codes pour signaler leur homosexualité. Et ces codes, dans notre dossier de presse, ils sont surnommés des queer signals. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ils font aussi majoritairement référence à des signaux lesbo-queer. Et donc, ces signaux peuvent prendre la forme de certains hashtags, comme hashtag lesbienne, hashtag BITOC, des goûts musicaux, comme la célèbre chanson We Fell in Love in October de Girl in Red, qui est devenue même une façon de demander subtilement l'homosexualité de quelqu'un en demandant écoutes-tu Girl in Red, comme l'était la question es-tu un ami de Dorothy avant. Il y a aussi des mouvements de danse partagés, des emojis. Et tous ces codes, ils font référence, donc ils appartiennent au alt TikTok par opposition au straight TikTok. Donc ici, les métriques pour identifier la queerness sont donc des données comportementales qui sont plus relatives à la performativité et ou à la consommation de la culture queer. Puis à travers cette controverse, les acteurs, ils ont essayé de donner de l'agentivité aux technologies. Ils ont attribué des capacités cognitives à la plateforme TikTok comme celle de parler, penser, prédire.
Et même certains acteurs vont jusqu'à affirmer que c'est TikTok qui les a rendus gays. Donc on passe vraiment de la prédiction à l'incitation. On assiste un peu à une nouvelle forme de déterminisme technologique qui vient brouiller les frontières entre le diagnostic et la propagande. Et pour cause, en fait, on a eu dans notre dossier de presse un focus vraiment sur la crainte face à l'endoctrinement des femmes qui seraient devenues lesbiennes, bisexuelles, queer pendant la pandémie de la Covid, seulement parce qu'elles étaient sur TikTok. Donc, je peux revenir rapidement sur la slide précédente. On voit beaucoup d'articles en fait qui font mention des femmes et on le voit même dans les images, des articles comme TikTok is causing a whole lot of straight women to question their life choices. Et ça, cette prépondérance d'articles, elle suggère qu'un écart à la norme hétéronormative de la part des femmes, elle semble davantage revêtir un aspect controversé que quand cet écart est exercé par les hommes. Et ça s'inscrit dans la lignée des réflexions critiques sur le lesbianisme. Et il y avait vraiment dans notre dossier de presse cette peur qui ressortait quant à la minimisation du rôle des hommes dans la société et à l'éloignement des femmes du schéma relationnel hétérosexuel. Donc, en conclusion, à l'aide de ces 3 controverses publiques, on a analysé la façon dont certains acteurs vont faire sens de la prédiction algorithmique, de ces promesses, de ces risques pour les communautés LGBTQ+. Puis tout en proposant un nouvel éclairage des liens entre ces différents imaginaires, ça a permis ces controverses aussi de soulever d'autres préoccupations connexes, telles que les dangers allégués des algorithmes de plateformes en matière de vie privée, ou encore les implications éthiques de la recherche liées notamment à l'intelligence artificielle. Et puis parallèlement, donc, comme on en a parlé juste avant, on assiste vraiment à un glissement de la conception de la prédiction vers la propagande. Et c'est particulièrement le cas lorsqu'il s'agit de populations qui sont considérées comme vulnérables, et c'est exactement comme ça que sont présentées les femmes dans notre dossier de presse. Je vous remercie. Un grand merci. Donc, c'était tout extrêmement intéressant. Puis c'est fascinant comment on a regardé, en tout cas, on a questionné un peu c'est quoi le sentiment d'appartenance à une communauté. Est-ce que faire partie de la communauté lesbienne à travers tellement de différents éléments, c'est très hybride pour reprendre les termes de Stéphanie. Donc, des objets, des lieux, potentiellement même des éléments biologiques, des intérêts. Donc, c'est vraiment intéressant comment vous avez chacune apporté un regard différent sur ces questions. On a un petit 10-15 minutes de questions du public. Donc, je ne vais pas monopoliser la parole. Je vais tout de suite lancer la balle à qui aurait des questions dans la salle. Okay. Je vous amène le micro ou ils peuvent venir. N'importe quoi. Oui, OK. C'est ça. Si jamais vous voulez venir devant la caméra, c'est comme vous voulez, juste pour être visible pour les. C'est vraiment au choix. Je peux aussi vous apporter le micro. C'est une question qui, je pense, qui s'adresse peut-être un petit peu à tout le monde parce que je me suis noté ça vraiment souvent dans vos présentations. Fait que vous déciderez qui est-ce qui a le goût de répondre, mais je me demande le rôle de l'invisibilité dans tout ça. Je pense qu'il l'a à la fois au niveau des archives, il l'a à la fois au niveau des événements, il l'a au niveau de je ne savais pas que c'était une possibilité jusqu'à temps que TikTok me le dise. Mais c'est quelque chose à quoi je pense beaucoup, en fait, à quel point on est invisible en tant que communauté dans les médias, dans l'éducation, dans la science. Je veux dire, on en parle depuis ce matin. Fait que question ouverte. S'il y en a parmi vous qui avaient pensé au rôle de l'invisibilité, j'aimerais ça vous entendre là-dessus. C'est toi qui Ça a commence. l'air que je n'ai pas le choix. C'est un rôle hyper important, en fait. Je sais que dans notre projet à nous, on est au courant du fait invisible de beaucoup de choses, puis on fait des efforts extra pour tout ce qui est mobilisation des connaissances, justement, pour essayer de rendre visible et de donner une voix à toutes ces voix, toutes ces personnes qui ont été effacées par le temps. On a fait un marathon wiki il n'y a pas longtemps avec le RLQ, qui était vraiment le fun, pour justement essayer d'augmenter cette visibilité-là, de prendre de l'espace, même si c'est de l'espace numérique.
Donc, de recréer ça. Mais oui, c'est quelque chose qui est vraiment important. Puis ça va même jusqu'à l'invisibilité de la définition de qu'est-ce qui est tout ça. Donc, de même pas comprendre qui on est. Ça peut créer aussi un malaise ou des contraintes dans notre travail. Et aussi comme ajouter des mesures numériques pour enlever les noms ou des choses comme ça. Si quelqu'un nous contactait et dit comme je ne veux pas être ici, mais pendant comme 10 ans, on a eu seulement un takedown request. C'était un monsieur qui a le même nom de son grand-père qui était un politicien vraiment terrible et on a décidé comme non, on peut pas enlever ça, mais on doit aussi avoir des mesures pour les personnes qui veulent être invisibles aussi. Puis aussi pour revenir à ça, je pense que juste pour faire un lien avec la présentation pour Trace, les archives Trace, c'est important de dire que les archives, justement, c'est un acte subversif parce que, justement, on essaie de garder cette histoire qui n'arrête pas, que la société dominante n'arrête pas d'essayer de refouler. En fait, les archives, ça devient justement un acte subversif de garder cette mémoire, garder ces actions, ces expériences visibles. Pour répondre à la question, moi, ce que j'ai trouvé intéressant principalement dans la troisième controverse, c'est que oui, l'invisibilité a un rôle dans la mesure où ça participe à construire la controverse parce que justement, comme là, on a les communautés lesbiennes qui sont rendues plus visibles sur TikTok, ça crée la confusion et ça participe à créer à créer la controverse. Donc, je pense que considérer l'invisibilité, c'est toujours intéressant de la voir aussi en rapport avec la visibilité. C'est jamais juste invisibilité versus visibilité, c'est les deux ensemble. Et moi, c'est plutôt ça que j'ai retenu de la troisième controverse, c'est que le fait que d'habitude, on n'est pas visible et que là, dans cette controverse, bah, tout de suite, on rend visible un phénomène et ça fait tout de suite peur. Donc, ouais, c'est juste ça que je voulais rajouter par rapport au concept de visibilité, invisibilité. Ouais, moi, j'ajouterais peut-être que il y a un concept en archivistique, quand on s'intéresse aux archives gays et lesbiennes, qui s'appelle l'homonormativité. Puis je pense que ça, c'est quelque chose qu'on reproduit dans l'archivage même. Puis souvent, les gens qui ont eu la capacité de s'archiver à un moment donné dans leur vie, c'est des gens qui avaient un certain statut ou des certaines possibilités. Puis les archives communautaires font notamment en sorte qu'on s'archive soi-même. Donc, on fait partie d'un mouvement, par exemple, on va s'archiver soi-même. Donc, on s'auto-représente constamment dans l'histoire. Puis ces traces-là, ben, c'est encore les traces auxquelles on a accès aujourd'hui, 40 ans plus tard, par exemple, dans le cas des archives lesbiennes du Québec. Donc, je pense que quand on parle d'invisibilité, il faut aussi penser à la normativité de l'accès aux sources qu'on a, par exemple. Puis à l'intérieur de chaque groupe des plus marginalisés, il va toujours exister des rapports de pouvoir, puis il n'y en a aucun qui est à l'abri. Puis je pense que quand on s'intéresse, en tout cas, moi qui s'intéresse à l'histoire, mettons, ben, tu sais, j'en suis consciente. J'en prends conscience de plus en plus à chaque fois que je me penche dans les archives. Puis c'est pas vrai que les personnes trans n'étaient pas là. C'est pas vrai qu'il n'y avait pas de lesbiennes racisées. C'est pas vrai qu'il n'y avait pas de débat sur l'inclusion dans les milieux. C'est pas vrai que les personnes Two-Spirits, les femmes des Premières Nations n'étaient pas là non plus. Donc, il y a aussi je pense, une volonté. Je pense qu'il faut qu'on ait une volonté aussi d'aller chercher dans les archives, puis parfois pas là où est-ce qu'on a l'habitude de chercher pour trouver des traces de ceux et celles qui ont été historiquement marginalisés. Fait que c'est ça. Je pense qu'avec visibilité, invisibilité vient aussi l'homonormativité à laquelle il faut faire attention. Maybe I could translate the question, the role of invisibility, and you can answer in English if you want. Je comprends. Yeah, actually, I guess at this point, I risk kind of repeating what the other presenters have said, but it also rings true in my work that, you know, when you're fighting invisibility, it is more work to then be visible, right? So similarly, like, yeah, as you were saying, becoming more visible in the archive, but trying to become more visible across the urban landscape, right? When the village doesn't necessarily represent you and your identity. So the work involved in it, and then even online, the work involved in becoming visible to algorithms, for better or worse.
But then also balancing that visibility. I think folks were already saying something around that sort of, there's times when it can be useful to be less visible. And some of the organizations were saying, yeah, if we want our members to be able to have very, intimate conversations about things that they want to support each other for, then we need to find more private spaces. But then we also need to moderate those spaces and make them safe. And so how do we do that? And then the question of, who is visible and who is left not visible in the archive or in events that organizations are trying to help people see themselves in. So there's all these dynamics of visibility and invisibility. Merci énormément. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? On aurait une place pour, je pense, une ou deux autres questions. Bonjour, merci à toutes pour vos présentations, elles étaient super intéressantes. Ma question est plus pour Stéphanie. Je vais la faire en français, mais si tu comprends pas quelque chose, je pourrais peut-être trouver la formulation en anglais. Donc du coup, ce que j'ai compris de ta présentation, les constellations hybrides desquelles tu parles, ça articule quand même pas mal autour d'événements commerciaux, comme plus dans la vie nocturne, des soirées, etc. Je me demandais si tu voyais aussi comme des constellations qui s'articulaient autour d'autres événements, comme d'autres natures, enfin peut-être des événements comme plus ancrés dans le quotidien ou plus dans des logiques de soutien, etc. Merci. So I understood the question as I mentioned in my presentation, mostly sort of nighttime events, but did the sort of constellations of lesbian and queer women expand to other kinds of events and more like sort of daily, everyday sort of events? Yes, more like around the care and like daily things. Yeah. So I was speaking particularly to folks that were holding either community events or like, yes, the parties that I mentioned, but then also a lot of organizations for queer women that we spoke to were having many different types of events. So yeah, a dance party, but then also something else that's more kind of community oriented, a potluck or something like this, right? So the organizations themselves are trying to think about how to reach people across different needs and not just sort of like nightlife and partying as well, though we do sometimes need that element of joy. But because I was speaking to organizations who were creating discrete events, like specific dates and things like this, it wasn't so much as what they do in the day-to-day in terms of providing support. But some of the organizations did have sort of online support groups or more casual meetings, but we were more so talking about the planned events. So that's another avenue for future research. Merci beaucoup. On a de la place pour une dernière question. Qui aurait la chance d'être la dernière question? Est-ce que quoi? En ligne, y a-t-il des questions? Dans le chat. Oui, j'ai beaucoup de questions, mais là, il reste 5 minutes. Mais merci, en tout cas, pour la richesse de tout ce que vous avez articulé. C'est vraiment, vraiment extraordinaire. Je vais essayer de formuler une question qui englobe un peu tout ça. Moi, je me demandais, c'est quelque chose de quoi on discutait un peu, donc le rôle des archives qui veulent rester anonymes, des personnes qui veulent rester anonymes, de la protection de la vie privée. Donc, il y avait beaucoup de difficultés dont j'ai entendu parler de rendre visibles, notamment les archives de certains groupes de lesbiennes radicales dans les années 80-90. Je me demandais autour de ça, ce serait quoi les moyens pour vous d'archiver, de rendre cette mémoire visible sans nécessairement, en tout cas tout en conservant le respect de cette vie privée puis de cette un peu ce contexte politique qui change en fait. Merci, c'est une bonne question. Je vais commencer, mais Francine aura des choses à rajouter, c'est sûr. Donc, je pense que dans le projet LGLC, il y avait quand même un besoin. En fait, on veut représenter que le mouvement lesbien et gay, c'est pas juste Toronto, c'est pas juste, c'est un mouvement qui était hyper diversifié, multiple, toutes sortes de choses, mais parfois, il y a des personnes qui n'avaient pas le choix de rester anonymes. Puis on envoyait des lettres qui disaient j'étais abonné à telle newsletter, mais il faut absolument me retirer parce que sinon, je ne veux juste pas que mon nom soit là. Donc, dans ces cas-là, on peut utiliser comme P_ pour représenter une personne anonyme.
ou alors on utilise le nom de l'organisation parce qu'on veut les mettre sur la map. On veut voir qu'il y avait du mouvement, qu'il y avait des pensées, que c'était réfléchi, qu'il y avait des gens, que c'était pas juste une poignée de personnes, que ça a touché une grande partie de la population à différents niveaux, politiques, social, culturels, même légal. Tout ce qui est le custody, tout ça pour les femmes, c'était partout. Donc, il faut pouvoir les représenter, mais de façon, euh, euh, c'est quoi le mot? Éthique, dans le fond. Puis, il y a justement un aspect qu'on peut demander. Sur le site web, les gens peuvent demander à se faire retirer au besoin. Ouais. Vraiment, au sujet aussi de tirement numérique, on pense beaucoup à cette question dans un autre projet dans lequel je suis seulement technicienne, mais de Laura Horak, the Transgender Media Portal de Carleton, parce que pour eux, il y a, on a des processus pour comme enlever les enregistrements rapidement. Si quelqu'un nous contacte et dit comme on a dit oui, tu peux publier des choses au sujet de mes films, des choses comme ça, mais maintenant j'ai des trolls et j'ai besoin d'être, de disparaître. Ou aussi, on doit être comme particulier au sujet de comme personne change. Leur vue en les années 60 n'est pas nécessairement leur vue maintenant, mais c'est comme attaché à leur nom. Et ça, on doit être comme careful avec ça parce que nos perspectives politiques changent et on ne veut pas comme dig up, like dirt, mais oui, c'est vraiment un défi. J'aurais une question qui surferait un peu là-dessus peut-être, mais c'est comme tellement une grosse question, puis il reste 3 minutes. Mais vous avez tout un peu évoqué à ça. Comment la signification du terme lesbienne à travers tout ça change, puis comment rendre compte des changements de l'identité lesbienne à travers tous ces changements. Stephanie, you said, for example, lesbian is making a comeback. So, yeah. Donc, comment ces transformations-là s'articulent dans ce que vous avez remarqué? C'est une question très, très large, là, mais on aura le temps d'en parler aussi durant les 2 prochains jours. Mais si vous aviez des pistes de réflexion to start us for the next 2 days. We've taken up a lot of space. Yeah, exactly here. Oh boy. Well, like I said, I think personally in my research over the past decade, the term lesbian has become more popular. I know this because I published some research a couple of years ago. My book came out with the term queer women in the title, and one of the reviews came back and said, "Well, I don't know why Duque is not using the word lesbian," and I thought, "Oh, this is interesting." It is like because that research was done many years past, I had just sort of stuck with the term queer women because I had written it so many times over and over. And I thought, actually, if it's not reaching people, if it's not reflecting actually where the identity is at now, and as we know is very hard for any one term to do that, then maybe it's time to start shifting. And but it's true, like everything I publish has some sort of footnote about the terms that I'm using and everybody that I intend to actually try to encompass in that. And I guess with the organizations that I spoke with, they also have this struggle of trying to create fluidity of identity, but still have people really see themselves in it as well. So I think it's an ongoing struggle. Ok, mais moi, ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que dans le cadre de la recherche, quand nous, on fait des recherches, je trouve que c'est aussi un enjeu parce que les mots qu'on doit employer, on doit employer une liste de mots beaucoup plus grande pour pouvoir trouver les contenus qui font référence aux femmes queer dans leur ensemble, aux femmes lesbiennes. Et je me rends compte aussi en ligne qu'il y a beaucoup ces hashtags qui évoluent. Il y a comme aussi des vagues où par moment, c'est des personnes qui vont plutôt utiliser un hashtag, puis après plutôt un autre. Et c'est ça, j'ai comme la sensation que c'est aussi plus un terme qui est utilisé et uniquement un terme, mais plus des termes qui sont utilisés dans leur porosité les uns après les autres, les uns avec les autres. Donc, je ne sais pas si ça participe vraiment au débat, mais... Je pense toujours au sujet aussi que je suis vraiment heureuse de rencontrer que la lesbienne c'est back, mais aussi que j'ai un sens que bien, pendant les dernières 5 ans, parfois le terme lesbienne était utilisé pour weaponiser contre nos
collègues, nos familles, nos membres de nos communautés trans. Et comme je ne veux... je dis à Pascal comme, on a le cul avec un projet, premièrement, en anglais, avec un titre en anglais. Et une des questions qu'on doit demander à cet sujet, comme, est-ce qu'on doit changer le nom de notre projet parce qu'on ne veut pas être weaponisé comme ça et non exclure tous les femmes non plus? C'est vraiment un défi, je pense. Mais moi, ta question elle me fait penser à. Là, je parle vraiment d'une perspective d'histoire, là, puis d'archives communautaires, mais il y a eu un grand mouvement d'archives communautaires dans les années 80, notamment gays et lesbiennes, puis les peu de centres qui ont survécu à l'institutionnalisation, parce qu'il y a beaucoup de collections, mettons, qui sont rentrées dans des universités, puis les peu d'initiatives qui ont survécu jusqu'à aujourd'hui, leur défi principal, comme le Archive de Toronto, qui ont changé leur nom aussi, c'est, je pense, de s'adapter aux nouvelles réalités, puis à garder une pertinence contemporaine, dans le fond. T'sais. Puis je pense que ça, c'est un défi. Puis j'ai l'impression que les archives, c'est pas sexy, là, mettons, en tout cas, c'est pas... Moi, je me trouve un peu nerd, là, comme c'est rare que je jase avec des gens qui sont comme « Oh my God, les archives! » Mais je pense que, parfois, il peut y avoir de la méfiance entre différentes générations, des incompréhensions, puis aussi des identités qui n'ont pas été forgées de la même façon, puis qui n'ont pas été influencées par les mêmes courants, par le même contexte. Puis je pense que c'est par les liens, notamment intergénérationnels, qu'on peut arriver à au moins se comprendre. Puis il y a une grande génération de militantes lesbiennes qui militent encore aujourd'hui, puis qui tiennent encore les bastions de plusieurs luttes. Puis je pense que j'ai beaucoup de respect pour elles, même si parfois on a des accros, puis c'est un défi constant de s'entendre sur le terme, puis qu'on a des débats politiques. Mais enfin, je pense qu'un défi, notamment pour les archives, c'est l'adaptation, puis de créer des liens intergénérationnels pour continuer à avoir une pertinence contemporaine. Merci vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça part vraiment la journée en grande beauté. Donc, une main d'applaudissement pour notre premier panel.